Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur RCF Vaucluse dans Boulevard des Entreprises. Bonjour Pierre Flamion. Votre organisme de formation continue est situé à Avignon, avenue de la Croix-Rouge. Ça ne s'invente pas pour une maison spécialisée dans la formation médicale, mais c'est comme ça. Oui, c'est un hasard. C'est une rue prémonitoire, c'est très bien. Alors vous proposez à tous les professionnels, depuis les agents hospitaliers jusqu'aux médecins, des formations diverses et variées que vous allez nous détailler. Nous verrons aussi avec vous pourquoi ces personnels ont besoin de faire appel à un organisme privé comme le vôtre pour se former. À tout de suite. De retour dans Boulevard des Entreprises avec Pierre Flamion. En dispensant des formations au personnel de santé, Pierre Flamion, vous suppléez aux missions régaliennes du service public ou vous apportez une plus-value spécifique ? Alors c'est en fait c'est plus simple que ça en fait. Il n'y a pas tellement d'organismes à part quelques structures comme les hôpitaux qui ont des organismes de formation et qui proposent en fait à l'intérieur quelques thématiques. C'est assez limité et ce qui fait que on a notre place à travers ces structures-là et bien sûr le privé, eux, c'est totalement reconnu. On intervient et on amène en fait des réponses à des problématiques. En fait, vous répondez à un réel besoin du personnel de formation continue. Voilà. Il y a des organismes comme le vôtre qui sont amenés à pouvoir le faire. Oui, c'est vrai. Alors, parlons-en de ces formations. Quelles sont, parmi toutes les formations que vous proposez, qu'on peut trouver sur votre site internet, quelles sont celles qui sont les plus courues ? Alors, la formation initiale que j'ai mis en place moi au début de ma structure, quand j'ai installé ma structure, c'était l'urgence, puisque c'était mon domaine d'expertise. Donc j'ai travaillé sur l'urgence et j'ai fait de grosses promotions par rapport à ça, ce qui fait que c'est la formation qui est la plus demandée actuellement. Alors c'est quoi une formation d'urgence ? Alors il y a des obligations en fait en formation initiale, c'est-à-dire qu'une infirmière ou un aide-soignant ou un médecin a des obligations de connaître des gestes d'urgence très particuliers, très spécifiques, avec des algorithmes bien particuliers pour pouvoir réagir face à une situation de détresse vitale, par exemple. Ces formations, si elles n'ont pas été faites lors de la formation initiale, pourront être faites par la suite on appelle ça le stock. Nous, c'est un peu bizarre comme nom, mais toutes les personnes qui ont eu leur formation avant les années 2007, puisque c'est à partir de là que cette formation est devenue obligatoire, eh bien, ont une obligation maintenant de se mettre à jour. Voilà. Alors, il y a le recyclage pour ceux qui ont eu cette formation-là tous les 4 ans, et puis sinon, il y a une formation initiale de 3 jours qui permet de faire un peu tout le tour des détresses vitales potentielles, et puis on est maintenant aussi sensibilisé sur les risques collectifs, avec tout ce qui se passe, les attentats et tout ça. On essaie de sensibiliser nos collègues en cas d'afflux important de personnel. Dans le domaine de l'urgence. Oui, toujours, voilà, c'est toujours. Il y a un nombre important de blessés ou de victimes. Tout à fait, voilà. Soit un attentat, soit autre chose d'ailleurs. Oui, bien sûr, oui, ou un accident chimique. Alors ça, c'est un peu notre fonds de commerce, donc les formations sur l'urgence. Et quelles sont les formations les plus récentes que vous avez mises en place ? Alors toutes les formations les plus récentes que j'ai pu mettre en place, on a beaucoup de formations. On a 17 familles en gros, qui traitent un peu de tous les sujets de l'hôpital, que ça passe par le médical pur et puis ça va jusqu'à l'incendie, l'informatique, enfin tout ce qui pourrait être demandé dans une structure de formation. Les plus récentes, on va dire, c'est les thérapies complémentaires. Et puis on abordera peut-être. Alors les thérapies complémentaires, c'est l'hypnose, l'aromathérapie, c'est ça ? Voilà, l'aromathérapie, l'hypnose, la kinésiologie, la sophrologie. On a beaucoup de demandes de ce côté-là. Il y a un réel besoin de formation dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est quelque chose en quoi le personnel croit, l'hypnose, l'aromathérapie. En tout cas, ils ont rien d'autre. Ouais. Actuellement, on arrive à la limite du chimique, donc des traitements chimiques, et quand on est face à une personne qui souffre, il faut trouver une solution. Et comme on travaille beaucoup sur l'humain et sur tout ce qui est empathie avec le patient, et on essaie de respecter un peu les souffrances des uns et des autres, on a des fois pas de solution. Et là, grâce à ça, on apporte une solution aux patients, quoi. Et alors, quelles sont parmi vos formations celles que vous aimeriez voir davantage sollicitées et qui ne le sont donc pas trop de fait? Alors moi j'ai plusieurs orientations actuellement. On est sur de l'éducation thérapeutique, par exemple. Là, c'est une formation assez innovante. Expliquez-nous ce que c'est, parce que alors l'éducation thérapeutique, en fait, vous avez remarqué qu'on était dans une situation où on essayait de mettre de plus en plus les gens
à l'intérieur chez eux, quoi. Hein, c'est mais les soins à domicile. Alors ouais, le soin à domicile, ça nécessite toujours du soignant. Alors que là, l'éducation thérapeutique, par exemple chez le diabétique, si je prends l'exemple du diabétique, ça va être de lui expliquer comment déjà respecter des régimes alimentaires, voir un petit peu culturellement comment ils ont leur façon de voir par rapport à le rapport avec l'alimentation. Ça va être les former sur la mise en place du traitement, comment utiliser le matériel. Alors là, du coup, ce ne sont plus des formations qui s'adressent à des praticiens, mais à des malades, alors directement. Alors non. Nous, on forme les soignants et les soignants vont former en fait les patients. Ils vont décliner ça à leurs patients. Nous, on est formateurs de formateurs, quoi, en fait, si vous voulez, voilà. Et alors, que faudrait-il faire pour que cette ces formations sur l'éducation thérapeutique aient davantage de succès que ce qu'elles ont aujourd'hui? Alors déjà, moi je pense réellement qu'il y a une vraie volonté de passer par ces formations, puisque c'est une volonté nationale hein, de vouloir limiter un peu le coût de la santé et donc par cet intermédiaire-là. C'est même plus qu'une volonté, c'est presque une injonction nationale. Ouais, mais l'injonction, elle est obligée d'être suivie quand même de moyens. Vous voyez, les moyens financiers pour former les personnels, ça s'improvise pas, quoi. C'est construit dans des plans de formation et on peut pas du jour au lendemain former tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe? On va commencer à former des gens qui vont former d'autres personnes, donc des formateurs de formateurs. Et c'est à partir de là, donc ça fait quand même depuis 2006 que ça existe ça, et ça commence à venir sur les personnels pour pouvoir former les patients. Que maintenant? Parce qu'il a fallu former d'abord les experts, quoi. Voilà. Et alors ça prend un certain temps. Vous faites allusion au budget avec les difficultés que connaissent les hôpitaux publics aujourd'hui en France. Est-ce que vous sentez des contraintes sur les budgets liés à la formation continue, par exemple? Alors, est-ce qu'elle est touchée aussi par les restrictions? Ou par l'optimisation budgétaire? Ah bah oui, oui, parce qu'il y a une vraie réforme actuellement qui est en train de se mettre en place, et moi je suis en plein là-dedans parce que on nous demande, alors pour le 1er janvier 2021, d'avoir des certifications pour montrer un petit peu le côté qualitatif de la formation avec les outils et les moyens qu'on utilise. Et en fait, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de rendre des comptes par rapport à la formation. C'est-à-dire que on nous demande d'évaluer une formation au démarrage, c'est-à-dire dans quel état étaient ces salariés avec les acquis, les connaissances et leur expérience, et à la sortie, qu'est-ce qu'ils en ont ressenti et qu'est-ce que ça leur apporte. Et pour faire cette évaluation, là, vous passez par un contrôle de connaissances en fin de cycle de formation. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a des questionnaires pré-formation, des questionnaires post-formation, qui sont souvent les mêmes, et on voit l'évolution entre l'apport de connaissances et la base. Et si l'évolution n'est pas suffisante, on considère que c'est le formateur qui a pas été bon, ou bien les apprentis qui ont alors c'est toujours une remise en cause du formateur. C'est-à-dire c'est toujours une approche. Voilà, on est aussi dans la remise en question de nos propres apports en connaissances et nos moyens pédagogiques. C'est-à-dire que c'est peut-être un outil pédagogique qui n'était pas le bon, et donc on va réajuster. Ça nous permet ça aussi, ça de nous remettre en cause aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté sanction. Vous êtes dans l'amélioration continue de votre pédagogie, en fait. Ouais, c'est ça que vous dites. Voilà, et on n'a pas le choix. C'est-à-dire que là, ça devient une obligation. C'est-à-dire que les organismes de formation qui n'auront pas ces certifications au 1er janvier 2021 ne pourront pas être rémunérés par les organismes payeurs. Et donc du coup, ils vont disparaître. Quoi. Et vous avez déjà un indice de qualité de vos formations que vous suivez. Je suppose que vous n'avez pas attendu cet arrêté oui, non, on a mesurer eu, la si qualité voulez, de formation. Et vous en êtes satisfait vous aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a, si vous voulez, répondu déjà aux premiers critères qui avaient été demandés. Et c'est déjà à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 2 ans de ça, ils nous ont réclamé de présenter 21 critères de qualité. C'est ce qu'on appelle le Datadoc. Voilà. Et ça paraît beaucoup 21, mais 21 critères, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils nous réclament maintenant. Si vous voulez, une norme ISO, par exemple, la 9001, c'est 150. Vous voyez, donc on est. Vous êtes déjà certifié ISO 9001, vous? Non, moi je ne suis pas encore. Parce que on essaye on a déjà donc les 21 critères, on a répondu aux 21 critères. Et puis moi je suis un petit organisme, donc j'évolue en fonction, voilà, parce que c'est quand même chronophage. Il faut presque embaucher quelqu'un. C'est ce que je fais. Pour pouvoir se certifier sur une norme aussi importante que la 9001. Tout à fait. Là on est vraiment, on se fait accompagner. On a des audits externes qui viennent nous évaluer déjà pour voir un peu déjà les acquis qu'on a
les critères sur lesquels on a déjà répondu. Puis après, voilà, il faudra qu'on retravaille. Alors avant de passer à la deuxième partie de l'émission, Pierre Flamion, on va parler de votre entreprise. Oui, je voudrais que vous disiez quelques mots quand même sur le simulateur de vieillissement que vous avez développé dans vos formations. Alors, qu'est-ce que c'est ce simulateur de vieillissement? Alors le simulateur de vieillissement, en fait, c'est un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de formations sur la gérontologie et mes intervenants trouvaient qu'il manquait quelque chose pour vraiment sensibiliser et démontrer aux agents que la personne qui avance dans l'âge a des problématiques physiques. C'est véritable ressenti, quoi. C'est ça, voilà. C'est vraiment, on fait vivre, en fait. C'est vie ma vie, quoi. C'est vous les équipez, c'est ça? Tout à fait, voilà. On a une sorte de combinaison qui, en termes de poids, fait 40 kilos, vous voyez le truc, qui limite les mouvements articulaires, qui va apporter un poids pour la perte de musculaire, qui va amener une vision différente, la cataracte par exemple, ou les rétinopathies du diabétique, ou les glaucomes, tout ça. Donc c'est des visions. On va amener des casques qui vont simuler la surdité ou voire même les acouphènes, parce qu'on a aussi des casques qui amènent les acouphènes. On a des gants qui vont simuler en fait la perte de sensation du toucher. Et ça, c'est du matériel dont vont s'équiper les hôpitaux ou c'est du matériel qui ne sert qu'à la formation des soignants en gérontologie? Non, c'est du matériel vraiment de formation. C'est un outil pédagogique. Moi, je le prends comme un outil pédagogique qui va améliorer et apporter une valeur ajoutée en fait aux formations déjà bien présentes sur cette. C'est un investissement important pour vous, cet équipement? Ça a été un investissement important. Donc C'était développé par qui? Alors c'est une compagnie allemande qui a développé ce matériel-là. Pourquoi allemand? Parce qu'il y a le côté qualitatif. Je dirais pourquoi pas. Hein. Voilà. Oui. Et puis moi c'est la résistance, parce que quand on fait de la formation, il faut que ça soit utilisé. Et le répétitif, ça use. Voilà. Et donc ça, c'est du matériel de très haute résistance. N'allez pas nous dire que la qualité allemande c'est résistant. C'est connu. Mais les Français aussi font des choses. Font des choses résistantes. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais là, en termes de rendement, c'est vrai qu'on a la possibilité de randomiser en fait ce matériel, parce que c'est quand même, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un coût, l'investissement, et donc il faut l'amortir. Pierre Flamion Formation, situé à Avignon. C'est un organisme de formation professionnelle continue, intervient dans les secteurs de la santé, du médico-social et du sanitaire et social. Alors, on vient d'évoquer avec lui les diverses formations prodiguées par ses équipes et ses intervenants. Alors on peut toutes les retrouver sur son site formation-pierre-flamion.com. Mais je crois, Pierre Flamion, que vous avez une autre corde à votre arc. Vous ne faites pas que diriger un organisme de formation. Oui, non. En fait, c'est quoi ces autres cordes? De formation, je suis infirmier anesthésiste, donc j'ai quand même une fonction qui est assez reconnue et qui a tendance à travailler pas mal sur l'urgence, et on fait appel à moi pour intervenir à l'étranger, chercher les compatriotes qui seraient blessés ou qui seraient malades et qui nécessiteraient donc une escorte médicale pour le retour en France. Donc, et vous faites ça pour le compte d'une assurance de rapatriement? Alors c'est pas c'est toutes les assurances françaises et européennes, puisqu'on intervient même pour les compagnies. Ce système, vous dites c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul à intervenir? Non, moi si vous voulez, je suis un peu intervenant, je suis un prestataire, c'est-à-dire que de par ma fonction, je propose une prestation et une régulation, donc des collègues qui régulent un peu comme au SAMU, vont réguler des appels des assurances de France et d'Europe, et vont monter en fait toute une organisation. Voilà, une organisation pour aller récupérer en fait ces personnes qui voudraient rentrer en France quand même. Ça fait un peu opération commando, non? Ouais, des fois oui, parce que on n'a pas que la gestion médicale, en fait, on a beaucoup d'administratifs. C'est vrai qu'on est à l'étranger, on a tendance à croire que c'est comme la France, mais non, pas du tout. Je veux dire, quand vous arrivez là-bas, vous devez bien tomber sur des aléas, ça doit pas se présenter comme prévu, si? Tout le temps, les histoires de chasse, on en a des tonnes, des rencontres, la prise en charge, ne serait-ce que la prise en charge sanitaire est complètement différente de la nôtre, donc quand on se retrouve avec des gens qui sont blessés, qui auraient dû être traités comme nous on a l'habitude de voir quelqu'un traité en France, et puis qu'on voit que ça a été pris complètement à l'envers, il faut recadrer tout ça, stabiliser et ramener rapidement pour qu'il y ait une prise en charge correcte. Et l'urgentiste que vous êtes, Pierre Flamion, comment il réagit face à l'actualité de cette femme qui est décédée suite à, je dirais, une erreur de la personne ou des personnes qui assuraient la régulation des soins?
Un peu choqué parce que bon, ça touche une profession que je connais bien puisque c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. J'ai été donc une quinzaine d'années en SMUR, donc mais sur le terrain. Donc SMUR, c'est les services des urgences, c'est le service mobile d'urgence et de réanimation, donc les équipes que les gens voient sur les accidents, les suicides. Ça vous a fait quoi comme effet de voir ça? De l'empathie pour la victime, de l'empathie pour la personne qui était au téléphone? Pour les deux, parce qu'on se retrouve dans une situation. Ça va décupler en fait la vision et le regard des gens quand on ne connaît pas la profession. Moi, je peux vous dire que ces gens qui sont en régulation médicale ont des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Et quelle a été votre réaction sur le traitement médiatique qui a été fait, où on a balancé sur toutes les chaînes de télévision et de radio le message téléphonique de la personne chargée de la régulation? C'est sorti du contexte, quoi. Donc, quand on sort comme ça quelques mots qui sortent d'un contexte, on est tous sensibilisés. Moi aussi, à premier abord, comme ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a fait, quoi. Et finalement, quand on suit un peu parce qu'on arrive à avoir quand même des informations, comme on est du milieu, on arrive à avoir un peu les tenants et les aboutissants, et on se rend compte en fait que il y a eu des erreurs à plusieurs étapes, et c'est à la fin que on tape sur le dos de cette pauvre femme qui était en régulation, et puis la conséquence c'est quand même le décès de cette jeune fille de 22 ans. Alors ça c'est la réaction de l'urgentiste. Maintenant la personne que vous êtes du milieu médical, qu'est-ce que vous pensez du malaise que l'on présente du personnel médical? On en arrive à ça, voilà. En fait, s'il y a un mal-être, il est réel ce mal-être dans les équipes. C'est une évidence. Et il est lié vraiment à la surcharge de travail, selon vous, ou à d'autres facteurs? Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on essaye de réduire en fait ce qui a un coût à l'hôpital. C'est la masse salariale. Et donc, comme vous avez d'un côté un accru des personnes qui viennent se faire soigner, et que vous avez une diminution des personnels, ça ne peut que être tendu. Et moi, j'ai des gens qui sont, mais limite, on parlait de fatigue professionnelle. Moi, je parle de burn-out, on est sur du burn-out, des suicides. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup de suicides dans d'autres professions, mais la santé, c'est quand même fort, quoi. Je veux dire, des gens qui, normalement, sont là pour l'humain, qui sont là avec des métiers de passion, qui sont là pour soigner. À la fin, on les voit se suicider dans leur service, quoi. Moi, je suis effaré, quoi. Donc, et la solution, elle passe aussi par les formations d'éducation thérapeutique dont vous parliez tout à l'heure, où on soigne un peu les gens à la maison, où les gens se soignent à la maison, et donc vont moins à l'hôpital. Et alors sortir aussi les gens de leur structure, de leur service, et leur amener un peu cette bouffée d'oxygène qu'ils réclament par les formations, c'est aussi notre rôle. C'est-à-dire que moi, on est dans l'humain, et donc on peut pas se passer de cette relation avec nos collègues. Moi, je les vois en détresse, et ça me fait mal de les voir en détresse. Et donc mes collègues qui sont intervenants dans ces formations sont dans la même vision. Alors là, on vient de parler un peu de la détresse, du mal-être, mais qu'est-ce qui vous rend optimiste dans l'humain, dans le milieu médical aujourd'hui? C'est qu'on est un groupe, nous, en tout cas sur les formations Pierre Flamion, on est tout un groupe où on a la même envie. C'est-à-dire, on est là pour essayer de trouver des solutions et apporter du bien-être. On essaye d'en trouver. Et le retour, c'est aussi ce qu'on demande. Comme toute formation, il y a toujours des grilles de satisfaction, et on sait que les gens sont contents et de faire nos connaissances. Vous avez le sentiment de bien participer à l'amélioration du système médical et de soins de nos hôpitaux? J'ai un retour, si vous voulez, très formel par rapport au retour de satisfaction. Et effectivement, oui, mais j'ai l'impression qu'on fait bien le travail. Et pour vous, c'est une grande satisfaction, surtout que c'est dans l'humain. Je suis, si vous voulez, dans l'humain toute ma vie, j'ai fait ça. Donc, j'ai toujours travaillé pour l'autre, et j'essaie d'être dans le partage et avoir une expérience comme on a tous mes collègues. J'ai une trentaine quand même d'intervenants extérieurs. Donc, je tenais à en parler quand même parce que c'est quand même un superbe groupe. Il nous reste 30 secondes. Voilà, c'est un superbe groupe, et je suis très très fier de leur façon de voir les choses et de transmettre les choses. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de vos intervenants parce que on n'a pas eu le temps. En tout cas, on retient que vous êtes content de travailler dans l'humain et dans le partage. C'est ce qui correspond aussi aux valeurs de notre radio RCF. Merci Pierre Flamion d'être venu sur RCF. Merci à vous. Et je rappelle donc que vous dirigez l'organisme Pierre Flamion Formation, qui est avenue de la Croix-Rouge à Avignon. Ouais, au 10, oui, effectivement, à l'hôtel des entreprises. Voilà. À bientôt. Je rappelle que l'émission est rediffusée samedi à 11h.
22h et qu'elle est podcastée sur le site rcf.fr dès jeudi. Merci à tous, au revoir.